Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Fabrice Nemetzler. Comment un corps piégé dans une voiture en flammes peut-il se retrouver sur la banquette arrière et la tête en bas? C'est la question que se posent les enquêteurs de Fleuranges, en Moselle. L'homme est-il mort en cherchant à s'enfuir du véhicule accidenté? Ou bien cela cache-t-il autre chose? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Tout commence dans l'est de la France, à Fleuranges, une commune d'à peine 12 000 habitants, située à une vingtaine de kilomètres de Metz. Si on survole la région, Fleuranges, c'est des bois. Xavier Bénérouzeau, journaliste spécialiste des faits divers. Des forêts, un peu à perte de vue, et puis des sites industriels. Fleuranges, elle porte encore dans son décor son passé industriel avec ses hauts fourneaux. Ulysse Gobert, avocat de la défense. Qui sont propres à notre région et à notre département. C'est ici, en Moselle, que Fabrice Nemetzler grandit entouré par sa famille. Son père, sa mère Marie-Christine et ses deux sœurs, dont Laurette. Donc moi je suis l'aînée, ma sœur arrivait en seconde et mon frère était le petit dernier. Laurette, sœur de Fabrice. C'était le petit dernier, donc en vraie position de petit dernier. Mon fiston, je vais pas dire autrement. Voilà. Marie-Christine, mère de Fabrice. C'est le fiston à maman. Fabrice passe une enfance heureuse au sein de cette famille aimante. Mais à 12 ans, il affronte une terrible épreuve. Son père décède brutalement. Ce drame le rapproche encore plus de sa mère. Alors quelques années plus tard, quand ses deux sœurs quittent la maison familiale, Fabrice fait le choix de rester vivre auprès d'elle. On était très fusionnels tous les deux. C'est-à-dire, il y avait quelque chose, c'était le regard. C'est tout. Même des fois quand il était au travail, des fois j'avais des petits messages le matin, ou des fois il m'appelait. Il voulait toujours savoir où je suis. C'est tout. C'est ça. Voilà. Ça a même été compliqué des fois de faire comprendre qu'il serait temps de couper le cordon. Et je pense que ça n'a pas été possible. À 30 ans passés, Fabrice demeure très attaché à sa famille. Il aime aussi être entouré de sa bande de copains. L'amitié, c'était très important pour lui. Didier, ami de Fabrice. Quand on était avec lui, ça partait tout le temps en rigolade. C'était bien. Il était très drôle, il avait un sens de l'humour. Anaïs, amie de Fabrice. Il était déconneur. Vous êtes sérieux? Il rigolait tout le temps. Tchekhov. Tant qu'il était entouré de ses amis. Cindy, amie de Fabrice. Et que ses amis étaient heureux, c'était le principal pour lui. La joie de vivre et la générosité de Fabrice font partout l'unanimité. Parmi ses amis, bien sûr, mais aussi au travail. Il est livreur dans une société de distribution de prospectus. Fabrice, c'était quelqu'un de gentil, mais extrêmement gentil, serviable. Il y avait un pépin ou peu importe, on avait besoin d'aide, c'était la personne à appeler. Audrey,
ami de Fabrice. Parce qu'il répondait toujours présent et c'était vraiment de bon cœur. Une personne merveilleuse. Même avec quelqu'un qu'il connaît pas, il va rendre service. Jordan, ami de Fabrice. Fabrice, il était comme ça. Fabrice, on l'appelait, il débarquait. C'était l'ami rêvé. Ainsi s'écoule l'existence de Fabrice Neumetzler, une famille en or et un cercle d'amis très fidèles. Alors qu'il vient de fêter son 31e anniversaire, le jeune homme a tout pour être heureux. Jusqu'au 20 novembre 2021. Ce soir-là, tout commence à 21h25 précisément. Alors qu'il est en service au commissariat de Thionville, le major Éric Vinquel reçoit un appel d'urgence des sapeurs-pompiers. Un véhicule est en feu sur un chemin isolé à Florange. Accompagné de ses collègues, il fonce immédiatement sur place. Lorsqu'il arrive, l'incendie fait rage. On a un véhicule qui est arrêté sur une voie de circulation. Major Éric Vinquel, police judiciaire de Thionville. Qui effectivement est en train de brûler. Donc ça dégage beaucoup de fumée, beaucoup de flammes. Une voiture qui brûle, c'est extrêmement spectaculaire. Faut imaginer qu'il y a des flammes qui peuvent faire 1 mètre, 2 mètres, et que à l'intérieur de l'habitacle, la chaleur peut monter jusqu'à 1500 degrés. C'est une scène un peu apocalyptique, hein. La première des questions, c'est est-ce qu'il y a des occupants dans ce véhicule? Est-ce qu'il y a des victimes? Delphine Velter, journaliste police-justice. Et là, c'est la course contre la montre, parce que s'il y a des occupants, il faut arriver absolument à éteindre cet incendie le plus rapidement possible. Une dizaine de minutes plus tard, les pompiers parviennent à maîtriser le sinistre. Lorsque le major Vinquel peut enfin s'approcher du véhicule, il y distingue, horrifié, la forme d'un corps humain. Le corps se trouve à l'arrière du véhicule. Il est du côté passager, il est complètement carbonisé. Et ce qui est totalement affreux, c'est qu'on n'aperçoit même plus les mains, les phalanges et les pieds de l'individu. C'est absolument terrifiant. Et quand les enquêteurs découvrent ça, c'est une vision d'horreur. Alexandre Bernard, avocat des parties civiles. Voir quelqu'un qui est décédé, c'est déjà extrêmement brutal. Voir quelqu'un qui est décédé dans ces conditions-là, il n'y a pas de mots. Un cadavre calciné. Pour les policiers, cette histoire d'incendie de voiture en rase campagne change tout de suite de dimension. S'agit-il d'un accident, d'un suicide ou d'un homicide? Pour le major Éric Vinquel, il est impératif de comprendre ce qu'il s'est passé. Alors il fait le tour du véhicule à la recherche d'indices. Et d'emblée, un détail lui saute aux yeux. Le corps est inversé par rapport à la façon de s'asseoir dans un véhicule. La tête est vers le bas, les jambes vers le haut. C'est pas comme ça qu'une personne même blessée va essayer de s'extirper d'un véhicule. Il y a quelque chose qui n'est pas logique. La position du corps ne correspond pas à quelque chose qui pourrait être purement accidentel. Donc ça les interpelle immédiatement. Et ça n'est pas tout. La voiture ne présente aucune trace de choc. Très vite, il faut se rendre à l'évidence, la thèse de l'accident ne tient pas. La piste de l'incendie criminel paraît plus probable. D'autant qu'un autre élément attire l'attention des policiers. La portière côté passager avant est ouverte.
Donc on se retrouve avec un corps à l'envers dans le véhicule, une portière ouverte, qui pourrait nous laisser penser qu'il y avait quelqu'un d'autre dans la voiture qui est sorti par ce côté-là. Mais il n'y a aucune trace d'un conducteur dans les parages. Face à ces éléments troublants, les enquêteurs cherchent à savoir qui est le propriétaire de la voiture. Les policiers ont un peu de chance. Les flammes n'ont pas attaqué l'arrière du véhicule. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'arrière du véhicule? Une plaque d'immatriculation. Donc on va passer la voiture sur un de nos fichiers, le fichier SIV, qui va nous permettre d'identifier, d'avoir le nom du propriétaire du véhicule et son adresse. Et le propriétaire du véhicule est Fabrice Nemetzler. Le véhicule appartient effectivement à Fabrice Nemetzler, ce jeune homme très apprécié à Florange. Immédiatement, des policiers partent pour son domicile, qui est aussi celui de sa mère. Marie-Christine se souvient encore de ce jour terrible. 22h, ça sonne. J'ai ouvert et j'ai vu la police devant moi. Je me suis dit, ça y est, il y a quelque chose à faire. Et puis après, ils m'ont dit ce qu'il y avait. Ils lui expliquent pour la voiture et ils lui disent il y a un corps dedans. Mais ils peuvent pas assurer que c'est mon frère non plus, à ce moment-là. On va se dire, c'est pas possible que ce soit le propriétaire du véhicule qui soit dans cette voiture, puisqu'il aurait été au volant du véhicule. Et pourquoi il y a cette porte côté passager qui est ouverte à l'avant? Face aux nombreuses interrogations des enquêteurs, la famille Nemetzler tente de se rassurer. Peut-être que Fabrice s'est tout simplement fait voler son véhicule. On se dit, c'est pas possible, c'est quelqu'un qui lui a piqué sa voiture, c'est une histoire incroyable, c'est une histoire rocambolesque, mais c'est pas possible que ce soit Fabrice à l'intérieur. Dites donc, la voiture, c'est pas n'importe quelle voiture. C'est une super bagnole. C'est une berline, série 3, on ne dira pas plus. Xavier Bénérouzeau, journaliste spécialiste des faits divers. Qui coûte, tenez-vous bien, à l'achat 50 000 €. Il y a des gens qui pouvaient se dire, dis donc, elle est super cette voiture-là. Moi, je la voudrais bien. Mais si la voiture a été volée, alors qui a péri dans l'incendie? Et surtout, où est Fabrice? Sa maman s'empresse de lui téléphoner. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombée sur son répondeur. Marie-Christine, mère de Fabrice. J'ai même essayé encore même de le rappeler un peu plus tard. C'était à chaque fois le répondeur. Ça lui ressemblait pas ça. Il répondait tout de suite. C'est pas son genre, en fait, de pas répondre. Laurette, sœur de Fabrice. De pas donner de nouvelles, surtout à ma mère, en plus. Pour la mère et les sœurs de Fabrice, l'angoisse monte inexorablement. Laurette appelle tous les amis de son frère, dans l'espoir qu'il soit avec l'un d'eux. Sa sœur m'a demandé si j'avais des nouvelles de Fabrice. Didier, ami de Fabrice. Et donc moi je lui ai dit que non, j'avais pas de nouvelles. Ses amis nous disent tous il n'est pas avec nous, il est avec personne. J'ai dormi que 1 heure dans la nuit. 1 heure. Dans la nuit du 20 au 21 novembre, j'ai dormi que 1 heure. Une nuit interminable pour la famille et pour les proches de Fabrice Nemetzler. Le lendemain matin, le jour se lève sur Florange, et toujours aucune nouvelle du jeune homme. Au même moment, au commissariat de Thionville, les enquêteurs, eux, n'écartent aucune hypothèse. Et si Fabrice avait été mêlé à une sombre affaire? Et s'il avait pris la fuite? Il n'y a plus de son, plus d'image sur Fabrice Nemetzler, et on se dit, mais dites donc, il est peut-être au cœur d'une affaire criminelle, il a peut-être essayé de prendre la poudre d'escampette parce qu'il a tué
le passager arrière. Monsieur de Metzler aurait tué quelqu'un, mis dans la voiture sur un moment de panique et ne sachant que faire, aurait mis lui-même le feu à la voiture et serait parti on ne sait pas où encore. Alors, on sait que Fabrice est quelqu'un qui est adorable, gentil, qui n'a pas d'histoire, mais au fond, les enquêteurs, ils peuvent pas s'empêcher de penser que peut-être ce jeune homme a pu basculer. Le résultat est là. Fabrice est introuvable. 12 heures après la découverte de la voiture, avec ce mystérieux cadavre à l'intérieur, les policiers sont dans l'impasse. Dès le départ, les policiers sont face à un véritable casse-tête. Ce dossier, il est pas commun pour eux et ils sont face à un réel mystère. La première interrogation qu'ont à résoudre, les forces de l'ordre, c'est qui est dans la voiture? Parce que dans cette affaire, le cadavre, c'est un point d'interrogation. En fait, cet incendie de voiture, c'est une boîte à questions. L'enquête s'annonce complexe. Alors, malgré l'état du cadavre, les policiers attendent impatiemment l'autopsie. Mais lorsque les conclusions du médecin légiste tombent, les questions se font encore plus nombreuses. La personne a été véritablement passée à tabac. On s'est acharné sur son visage. Il y a ce qu'on appelle un fracas facial, c'est-à-dire que c'est un ensemble de fractures concentrées sur le visage, des traces de coups qu'on peut imaginer portés par un objet contendant. Ce sont justement ces coups sur le crâne qui ont été mortels. Le médecin légiste est formel. La victime, de sexe masculin, était déjà morte lorsque l'incendie a éclaté. Mais pourquoi une telle violence? Et surtout, de qui s'agit-il? À l'issue de l'autopsie, des prélèvements sont effectués pour tenter d'identifier le cadavre. 5 jours plus tard, le résultat des expertises génétiques arrive enfin sur le bureau des policiers. Et là, il n'y a plus de doute possible. La réponse est sans appel. La génétique tombe. Il s'agit à 100% de Fabrice Nemetzler. Au terme d'une longue semaine d'incertitude, la nouvelle se répand partout à Florange. Pour les amis de Fabrice, pour sa famille, le choc est terrible. C'est bien Fabrice qui est bien décédé. Je m'effondre. Voilà, c'est... je suis pas bien. Je reverrai plus mon meilleur ami. Je ne m'imagine pas ma vie sans sa présence avec moi, quoi. Comment on va faire? C'était une personne unique. C'était une personne unique. Et forcément, on se demande comment il a vécu ces derniers instants. Et tout ce à quoi on pense est absolument horrible et absolument barbare. Donc c'est très très compliqué. Ça va. Et je peux vous dire, depuis cette journée-là, ma vie, elle a basculé. Elle a basculé. C'est de savoir, de plus le voir, de plus rien entendre, de plus entendre sa voix, enfin, tout quoi. C'est vide. Désolée. C'est vide. C'est le vide complet. Ses proches n'en reviennent toujours pas. Que s'est-il passé? Comment ce garçon, adoré de tous, a-t-il pu finir le crâne fracassé, calciné dans sa propre voiture?
Qui est-ce qui pourrait en vouloir à Fabrice au point de le battre à mort? Audrey, amie de Fabrice. Parce que finalement, quand on le connaît, on comprend pas. Enfin, pourquoi? Ça, c'est la question qui nous hante, parce que bien sûr, ça nous est absolument incompréhensible. Moi, je connais personne qui ne l'aime pas, en fait. Cindy, amie de Fabrice. Comment on peut avoir un ennemi avec une personne comme Fabrice? 8 jours après le drame, et face à la complexité des investigations, le procureur tranche. Le dossier est confié à la police judiciaire de Metz. Mais pour ces enquêteurs aguerris, le mystère reste total. Alors, il commence par interroger l'entourage proche de Fabrice. Avait-il des problèmes avec quelqu'un? Aurait-il pu cacher des choses à sa famille? C'est des méthodes qui sont quand même un peu mafieuses. C'est des méthodes très trafic de drogue, trafic d'armes. Et on se dit mais c'est pas possible. Dans quoi il a été pris? Qu'est-ce qu'il aurait pu nous cacher? L'histoire en est pleine, hein, des gens qui cachent des choses incroyables et la famille tombe des nues au moment de découvrir la vérité. Donc c'est vrai que sur le moment, on s'imagine des choses. S'agirait-il d'un règlement de compte? La PJ de Metz envisage cette hypothèse, sauf que d'après les témoins, elle ne tiendrait pas la route. Fabrice, il touchait pas à la drogue. Il touchait pas à l'alcool. Fabrice, jamais il a fait des bêtises. Jamais. Jordan, amie de Fabrice. Pourtant, j'étais souvent avec lui et j'ai jamais vu faire de bêtises. C'était vraiment la personne clean de A à Z. Plus d'une semaine après le meurtre sauvage de Fabrice Neumetzler, c'est le retour à la case départ pour les policiers. La piste du règlement de compte n'a rien donné, et les questions sont toujours aussi nombreuses. Alors, qui a tué ce jeune homme de 31 ans, à qui nul ne connaissait d'ennemi? Et surtout, pourquoi? Pour en apprendre davantage sur la victime, les enquêteurs se plongent dans sa vie personnelle et sentimentale. Fabrice est un beau garçon qui a du succès auprès des filles, et si c'était dans cette direction qu'il fallait chercher? Et les policiers apprennent qu'il s'est récemment mis en couple avec une jeune femme que nous appellerons Anna. Fabrice sort avec une certaine Anna, qui est une fille du coin. Elle vit dans les environs, c'est une collègue de travail de Fabrice. Delphine Velter, journaliste police-justice. Elle a 1 an de plus que lui, et donc au sein de leur entreprise a commencé à naître une histoire d'amour. Mon frère m'avait pas parlé de cette relation parce qu'elle était assez récente. Laurette, sœur de Fabrice. Au moment de son décès, ça devait faire peut-être 1 mois qu'ils sortaient ensemble, et c'est tout. Cette fameuse Anna, personne la connaissait. On avait juste un couple d'amis, je crois qu'ils l'avaient vue 1 ou 2 fois. Ils étaient venus à mon anniversaire. Tout s'était bien passé. Elle en avait l'air amoureuse. Moins de 2 mois avant sa mort, Fabrice s'est mis en couple avec cette Anna. Forcément, les policiers veulent en savoir plus sur elle. Anna travaille donc dans la même entreprise que Fabrice. Elle est la maman d'une petite fille de 10 ans qu'elle a eue avec un précédent compagnon, un certain Mathieu Courneroux. Un homme avec qui elle est restée de longues années avant de sortir avec Fabrice. Une relation amoureuse solide. Première relation amoureuse tant pour monsieur Mathieu Courneroux que pour Anna. Ulysse Gobert, avocat de la défense. Elle avait 15 ans, lui 20. Ils ont vécu 17 ans ensemble. Ils ont une petite fille de 10 ans. Et il y a un élément qui est un peu saisissant. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. C'est que Anna, hop,
elle jette aux oubliettes son histoire de 17 ans et 15 jours après, elle est avec un nouveau garçon, Fabrice Nemetzler. Cette rupture, peu de temps avant l'arrivée de monsieur Fabrice Nemetzler dans la vie d'Anna, c'est une piste intéressante à explorer. La police judiciaire commence par se renseigner discrètement sur ce Mathieu Courneroux. Jeune homme de 37 ans, inconnu des services de police et de justice, ouvrier dans le bâtiment, c'est un travailleur, un bosseur, quelqu'un qui se donne à la tâche. Il est très apprécié, sans histoire, rien qui laisse présager quelque chose chez lui d'inquiétant. Pour les policiers, Mathieu n'a pas franchement le profil d'un meurtrier. Mais lorsque la famille apprend l'existence de cet ex, elle décide de mener sa propre enquête, en particulier sur les réseaux sociaux. Moi, je tape dans Facebook Mathieu Courneroux. Et je regarde son profil où les photos sont en public, en fait. Donc j'ai accès à tout. Sur les photos, on voit que quand même il est grand. On voit qu'il est très fort, qu'il est très musclé, pectoraux bien gonflés. Et d'ailleurs, dans le village, tout le monde le surnomme Picouse parce qu'il aurait tendance à se doper pour développer sa musculature. Pendant que la police continue ses investigations, la famille et les amis de Fabrice décortiquent les réseaux sociaux. Et alors qu'il parcourt le profil Facebook de Mathieu Courneroux, il tombe sur une photo de lui, torse nu, qui fait tilt. Et en fait, là, boum. Pourquoi boum? Parce que Mathieu, il s'est fait tatouer Anna. Le prénom de Anna tatoué côté gauche, donc le côté du cœur. Ça veut dire, suivant l'expression consacrée et sans jeu de mots, Anna, je l'ai dans la peau. Mais il faut savoir, il est avec Anna ou il est plus avec Anna? Car un détail important n'a pas échappé à l'entourage de Fabrice. C'est la date très récente de la publication de ce cliché. Ce tatouage, il a été fait et posté sur les réseaux sociaux alors que Mathieu n'était plus avec Anna. À cette époque-là, il y a la date du post. À cette époque-là, elle est en couple avec Fabrice. Et ça, c'est un point un peu saisissant. Wow. C'est pas net. On voit que lui, là, il est dans un délire. Ça va pas. Quel est l'intérêt de se faire tatouer le nom de son ex sur le torse? Il n'y a aucun intérêt. C'est un acte particulièrement fort. Tout le monde se rend compte du caractère malsain de ce tatouage. Et ça n'est pas tout. Sur son profil, Mathieu étale aussi son amour pour Anna, son ancienne petite amie. Il publie même des messages passionnés. Les dernières publications sur son Facebook, c'est vraiment centré sur ça, sur je me fais un tatouage, elle me manque, je veux la récupérer absolument. Et je veux la récupérer avant Noël. Et en fait, ce qui interpelle, c'est que Fabrice, on le retrouve mort le 20 novembre. Donc, un mois avant Noël. Pour les proches de Fabrice, ces quelques mots si lourds de sens n'ont pas pu être écrits au hasard. Mathieu Courneroux serait-il de près ou de loin lié à la mort de Fabrice? On se dit, c'est peut-être lui, là c'est vraiment peut-être lui, quoi. Fab, il fréquentait cette Anna, lui qui essaye de récupérer cette Anna, je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Tous nos doutes et nos suspicions se tournent vers lui. C'est à ce moment-là que Mathieu Courneroux apparaît dans l'échiquier. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, ils ont quelqu'un qui aurait un mobile, qui aurait une rancœur vis-à-vis de Fabrice Nemetzler. Forte de ces découvertes,
la famille Nemetzler décide d'alerter les policiers. Mathieu aurait-il pu tuer Fabrice par rivalité amoureuse? Est-ce que on se trouve pas en présence de ce qu'on appelle un triangle amoureux? C'est ce que c'est qu'un triangle amoureux? C'est le mari, l'amant et la femme. On a un potentiel suspect à ce moment-là. Et ma sœur va ramener tout ça à la police, en fait. Elle a ramené tous les messages, toutes les photos. Ce sont les proches qui mènent l'enquête, qui essaient d'aider les enquêteurs en disant « Tiens, vous devriez regarder ça, vous devriez regarder la liaison entre Mathieu et Anna. » Devant ces éléments troublants, les enquêteurs décident d'agir. Alors, le 7 décembre 2021, plus de 2 semaines après le crime, Mathieu et Anna sont convoqués à la PJ de Metz comme simples témoins. La première à être auditionnée, c'est Anna. Et tout de suite, les policiers lui font part de leurs interrogations sur Mathieu, son ex-compagnon. Anna va dire mais pas du tout. La rupture s'est bien passée. Je ne vois pas du tout mon ex-compagnon faire du mal à Fabrice. C'est pas le genre. Elle dit c'est pas possible. Votre histoire, ça tient pas. Ce que vous me racontez là, Mathieu impliqué dans la disparition de Fabrice, c'est des racontards, c'est des ragots, c'est pas vrai. Anna est catégorique. Selon elle, Mathieu ne peut en aucun cas être le meurtrier. Et surtout, elle lâche une information cruciale. Anna va dire aux enquêteurs, mais à l'heure où Fabrice a été tué, Mathieu était avec moi. Mathieu Courneroux était à son domicile pour passer voir leur fille et s'occuper d'elle. Et donc, il peut pas être à la fois chez moi et en train de tuer Fabrice. Il y a un problème. Anna vient tout simplement de fournir un alibi à Mathieu. La piste du crime passionnel serait-elle en train de vaciller? D'autant que dans le bureau d'à côté, Mathieu se montre aussi des plus convaincants. Il dit devant la police, j'ai pas de mobile. Ah, vous croyez que je suis le méchant bonhomme qui arrive pas à gérer la fin de son histoire d'amour? C'est pas ça du tout. Mais j'ai des petites copines, moi. Mathieu Courneroux relate qu'il en profite même de cette rupture après 17 ans de couple pour avoir, lui aussi, une vie de nouveau célibataire. En somme, il n'aurait aucune raison de commettre ce crime. Et Mathieu Courneroux va plus loin encore. Il affirme qu'il n'avait strictement aucune raison de tuer Fabrice, car en fait, c'est lui qui avait quitté Anna, et pas l'inverse. Il va raconter devant les enquêteurs que, en fait, la rupture, c'est lui l'origine de la rupture. Pourquoi j'essaierais en quelque sorte de la récupérer? Parce que c'est moi qui étais infidèle vis-à-vis d'Anna, si vous voulez. Je n'ai pas envie de revenir dans une relation que j'ai fait mourir moi-même. Un solide alibi, et maintenant le mobile qui s'effondre. Les versions d'Anna et de Mathieu concordent. Rien ne permet de mettre en doute leurs déclarations. Ils ressortent donc libres de leurs auditions. De leur côté, les proches de Fabrice ont du mal à accepter la nouvelle. Pour moi, clairement, ils étaient impliqués. Audrey, amie de Fabrice. Autant l'un que l'autre dans la mort de Fabrice. On comprend assez vite, en fait, Mathieu Courneroux et elle se couvrent, en fait, un peu mutuellement. Laurette, sœur de Fabrice. Et nous, on se dit, mais non, on espère qu'ils vont pas en rester là, en fait. C'est pas possible qu'ils laissent ça là et qu'ils poussent pas plus loin les investigations. 2 semaines après la mort de Fabrice Nemetzler, c'est la douche froide. L'enquête repart à zéro et les proches sont désespérés. Les jours puis les semaines passent sans avancée significative dans le dossier.
C'est alors qu'une étrange rumeur se propage dans les rues de Florange. Anna et Mathieu seraient, dit-on, redevenus inséparables. Il va y avoir un certain nombre de gens qui vont dire on les a vus ensemble au bowling. Xavier Bénérouzeau, journaliste spécialiste des faits divers. On les a vus ensemble dans la ville. On les a vus ensemble, la main dans la main, au supermarché. Ça fait jaser. Ulysse Gobert, avocat de la défense. On n'est que très peu de temps après le décès du compagnon d'Anna, Fabrice Lemesler. Et le pire, ça a été pour ma maman. C'était la semaine avant Noël. Ma maman va faire ses courses et elle va à la caisse. Et devant elle, dans la file, il y a Mathieu Courneroux et Anna. Ensemble. Et ma mère est juste derrière. Pour Marie-Christine, dévastée par le chagrin, c'en est trop. Car elle est persuadée qu'ils ne sont pas étrangers à la mort de son fils. Je suis restée choquée de les voir comme ça. Marie-Christine, mère de Fabrice. Puis tranquille, puis ça discutait tranquillement, ça rigolait. Je sais que c'est toi qui as fait ça à mon fils, et puis tu te balades comme ça avec ta copine, quoi. Voilà. Et puis là, après, je suis partie. Donc, je regarde ça, plus en me disant, mais vraiment, le crime parfait. À eux, ils ont la belle vie. Une famille et des amis au supplice, des investigations qui ne donnent toujours rien de probant. 3 mois après les faits, l'enquête semble au point mort. Pourtant, dans le plus grand secret, les policiers n'ont pas complètement abandonné la piste d'Anna et de Mathieu. Car eux aussi sont intrigués par leur comportement, au point de se pencher sur leur bornage téléphonique. Et là, c'est le coup de théâtre. Il y a un élément massu qui va tomber lors de l'enquête, c'est que Fabrice Nemetzler disparaît, est assassiné le 20 novembre, et le 21 novembre, le lendemain, le téléphone de Mathieu, il borne au domicile d'Anna. Et le problème, c'est que cette géolocalisation fait apparaître que Mathieu Courneroux a rendu cette visite de manière nocturne. Il a passé toute la nuit aux côtés d'Anna. Le milieu de la nuit jusqu'au petit matin, c'est pas l'heure habituelle à laquelle on présente des condoléances. Donc, les rumeurs disent vrai. En fait, Anna et Mathieu sont en couple. Les policiers sont abasourdis. Anna et Mathieu seraient bel et bien en train de les manipuler depuis le début. Le 14 mars 2022, soit près de 4 mois après le meurtre de Fabrice, l'enquête s'accélère. Les 2 suspects sont placés en garde à vue par la police judiciaire de Metz. Anna est la première à être interrogée. Face aux enquêteurs, elle semble fébrile, alors ils en profitent pour lui mettre la pression. Et assez rapidement, elle craque, elle passe à table. Oui, c'est vrai, dit-elle, elle s'est bien remise en couple avec Mathieu 2 jours à peine après le drame. Et elle va en dire encore plus. Anna va dire « J'ai menti. J'ai menti, en fait, il n'était pas chez moi. » Il faut rappeler que Anna, c'était l'alibi de Mathieu. Le soir du crime, à l'heure du crime. Donc les enquêteurs vont lui dire « Mais pourquoi vous avez menti ? C'est très très grave. » Delphine Velter, journaliste police-justice. Et elle va dire, si je voulais le protéger, c'est parce que c'est le père de mon enfant. Et il est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Face aux policiers, Anna est catégorique.
Mathieu ne pourrait jamais faire de mal à qui que ce soit. Et elle jure qu'elle n'est mêlée ni de près ni de loin à ce meurtre. Les policiers vont à présent confronter Mathieu aux révélations d'Anna. Lorsqu'il prend connaissance des déclarations de la jeune femme, il est déstabilisé et il va, à son tour, passer aux aveux. Mathieu Courneroux répond « Oui, je suis responsable de la mort de Fabrice Neumetzler ». Il va expliquer que le jour du drame, il va se rendre devant le domicile de Fabrice Neumetzler, il va garer son véhicule, attendre dans son véhicule. Il est d'ailleurs non pas sur le siège conducteur, mais assis sur le siège passager qui l'abrite encore plus des regards extérieurs. Il va raconter aux enquêteurs que lui, ce qu'il souhaitait... Alexandre Bernard, avocat des parties civiles. C'était avoir une discussion avec Fabrice. Il va dire, je voulais savoir ce qui se passait entre lui et Anna. Mathieu affirme qu'il n'avait aucunement l'intention de le tuer. Le jour du meurtre, il raconte être resté caché dans sa voiture pour guetter l'arrivée de son rival. 3 heures plus tard, Fabrice revient enfin chez sa mère après sa journée de travail. Il est rentré un peu avant 19h. Bon, il a été prendre sa douche, il a mangé. Et puis il s'est reposé un peu. Après, un peu avant 21h, il a sorti donc Tessa, c'est sa chienne. Et vous avez Courneroux qui observe tout ce que fait Fabrice. Il est dans son véhicule et il l'observe. Comme tous les soirs, Fabrice sort pour promener sa chienne. Sans le savoir, il passe à quelques mètres de Mathieu, toujours caché dans sa voiture. Et alors qu'il s'éloigne, son agresseur sort du véhicule. Mathieu Courneroux va, muni de son tournevis, va s'avancer vers le véhicule inoccupé de Fabrice Neumetzler, va s'affairer à crever le plus avant-droit de ce véhicule, puis va retourner dans son propre véhicule et continuer sa planque. Fabrice, lui, ne s'est aperçu de rien. Sa balade terminée, il rentre chez lui pour déposer sa chienne. Il rentre, et puis il va dire à sa mère je vais faire un tour en voiture. Je lui ai dit, tu fais attention? Il m'a dit, oui, maman, comme d'hab. J'ai fait à tout à l'heure, il m'a dit, à tout à l'heure, maman. Ça, c'est les dernières paroles que j'ai eu le fait avec lui. Mathieu Courneroux constate que Fabrice Neumetzler ressort de chez lui, va aller prendre son véhicule, va mettre le contact, va démarrer, et Mathieu Courneroux va démarrer à sa suite, le prendre en filature. Alors ils vont pas faire des centaines de kilomètres, il va se passer 1 kilomètre. Fabrice se rend compte évidemment qu'il a un de ses pneus crevé, il va s'arrêter. Mathieu le dépasse, puis il s'arrête à son tour un peu plus loin. Il descend de son véhicule et rejoint son rival. Lorsqu'il arrive à sa hauteur, Fabrice est accroupi, occupé à examiner son pneu crevé. Il va expliquer que le ton va très rapidement monter, que Fabrice Neumetzler se montre insultant à son encontre, à l'encontre d'Anna. Et là, il va y avoir une altercation entre les deux hommes, raconte Mathieu, et Fabrice va sortir un pied de biche. Face aux policiers, Mathieu raconte que c'est là que tout aurait dégénéré entre eux. Effrayé par Fabrice, qui, soi-disant, le menaçait avec sa barre de fer, il aurait juste cherché à se défendre. Fabrice Neumetzler va tenter de mettre un coup avec cette barre en fer à Mathieu Courneroux. Il explique qu'il va immédiatement désarmer Fabrice Neumetzler. À ce moment-là, dit Mathieu, je suis devenu fou furieux. Et j'ai tapé jusqu'à ne plus en avoir de la force dans le bras.
Fabrice est mort, le crâne fracassé à coups de barre de fer. Mathieu continue son effroyable récit. Il lui faut à présent se débarrasser du corps. Mathieu Cournevroux va porter le corps de Fabrice Neumetzler dans le véhicule de Fabrice Neumetzler, va l'installer à l'arrière, va se mettre au volant du véhicule et va rouler. Il va rouler comme ça 2 kilomètres et à l'abri des regards, il va se mettre sur le bas-côté et il va décider de mettre le feu au véhicule. Mathieu Cournevroux va reprendre son véhicule et repartir. Un crime d'une sauvagerie inouïe. Et ce corps qui se consume dans la voiture. Pour les proches de Fabrice, pour sa maman, des images difficiles à imaginer. Fabrice a eu des coups violents derrière la tête. Anaïs, amie de Fabrice. Les os de la face complètement broyés. C'est de l'acharnement pur et dur. Comme il s'est acharné sur mon fils, pour moi, c'est un acte, on pourrait dire, de barbarie pour moi. Il s'est acharné. C'est inhumain. Cindy, amie de Fabrice. C'est inhumain, je trouve. De penser à le brûler. Il n'a même pas de respect pour la dépouille de mon frère, en fait. Laurette, sœur de Fabrice. Profaner un cadavre. C'est ce qu'il a fait. Devant les policiers, Mathieu le jure, il a tué Fabrice en état de légitime défense. Mais les enquêteurs ne croient pas à cette version des faits, car ils ont récupéré des images de vidéosurveillance situées non loin de la scène de crime. Et ce qu'elles révèlent n'a rien à voir avec les déclarations de Mathieu. Fabrice, il a simplement été voir son pneu, qu'est-ce qu'il avait. Didier, ami de Fabrice. Et puis c'est là que les choses sont arrivées. Il a été le frappé par surprise et puis voilà. Ce qui se passe, c'est que Mathieu Cournevroux est arrivé et a frappé à mort Fabrice Neumetzler, qui n'a pas eu de temps de discussion. La vidéosurveillance est accablante, car sur les images, on voit que l'agression dure à peine 27 secondes, un laps de temps trop court pour valider le scénario de Mathieu. Et ce ne sont pas les seules incohérences relevées par les policiers dans son récit. Leur suspect affirme qu'il voulait simplement discuter, mais ses agissements prouvent le contraire. Pourquoi il lui a pas parlé le soir du crime quand il promenait son chien? Il se met en plus bien du côté passager de la voiture pour pas se faire voir. Et puis surtout, pourquoi lui avoir crevé un pneu? Xavier Bénérouzeau, journaliste spécialiste des faits divers. Si vous voulez discuter avec le nouveau compagnon de votre ex-copine, vous lui crevez pas les pneus. C'était pas une conversation qu'il voulait avoir avec lui. Il voulait, ce qu'il a réussi à obtenir, il voulait tuer Fabrice Neumetzler. Pour les policiers, le mobile est son obsession amoureuse pour Anna. Une obsession confirmée par ses proches quand ils sont auditionnés à leur tour. D'après l'entourage du suspect, Mathieu était devenu fou de jalousie. C'est quelqu'un qui espionne Anna et Fabrice. Mais quand je vous dis qu'il espionne, il faut bien écouter, parce que là, on a un peu les cheveux qui se dressent sur la tête. Mathieu, il dormait dans le garage d'Anna, son ex, en cachette de son ex. La rupture étant récente, Ulysse Gobert, avocat de la défense. Mathieu Cournevroux avait encore les clés du domicile d'Anna. Et Mathieu Cournevroux va l'expliquer à ses proches. Il ressent le besoin absolu d'être proche d'Anna. Elle ne sait évidemment pas que alors qu'elle dort, alors qu'elle vit sa vie, eh bien, juste en dessous, quelques mètres plus bas, dans la pièce du garage, son ex est présent.
Est-ce que vous imaginez la situation? Vous avez votre ex qui dort dans le garage. Il dort pas seulement dans le garage, il vous écoute avec un amplificateur de son pour espionner. Selon les proches de Mathieu, il osait même s'aventurer dans la maison pour épier Anna et Fabrice de plus près encore. Et il va raconter à ses proches qu'il les a entendus. Delphine Velter, journaliste police-justice. Qu'il regardait un film 50 nuances degrés à la télé. C'est un film érotique qui incite à vous faire des caresses plus que de raison. Et donc, il va raconter à ses proches qu'il les entendait avoir une relation sexuelle lorsqu'il regardait ce film. Il entend la femme dont il est éperdument amoureux, en plein nébat, femme dont il vient de s'inscrire de manière indélébile le prénom dans la peau. Ça le fait complètement vriller, parce que ça se passe le jeudi, et mon frère est tué le samedi. Donc c'est 2 jours avant. Les proches de Mathieu expliquent aux policiers que, dévoré par la jalousie, il déraille complètement. Une passion malsaine qui va se transformer en furie criminelle au point de massacrer en pleine nuit son rival. Et à partir de là, il n'a plus qu'une idée en tête, c'est d'éliminer mon frère. Puisque c'est ce qu'il fera le lendemain. Il veut le supprimer totalement de la surface de la Terre. Alexandre Bernard, avocat des parties civiles. Il veut l'annihiler, il veut le désintégrer. Il va vouloir détruire tout ce qui pouvait faire que Fabrice était Fabrice. On parle d'un ouvrier dans le bâtiment qui n'a jamais fait parler de lui, d'un individu lambda qui est capable de mettre au point un plan criminel d'un machiavélisme presque absolu. Mathieu Courneroux a avoué avoir tué Fabrice Nemesler. Mais les policiers n'ont pas totalement bouclé leur dossier. Il leur faut maintenant déterminer quel rôle exact Anna a pu jouer dans cette sordide affaire. Là, les enquêteurs vont lui demander si Anna était au courant et si elle a pu aider à commettre le meurtre. Et là, Mathieu va être catégorique. Non, Anna n'a rien à voir avec cette histoire, elle n'était au courant de rien. Mathieu est formel. Anna n'a rien à voir avec la mort de Fabrice. En revanche, elle savait, dit-il, que c'était lui le meurtrier. Il a dit la vérité à Anna, il lui a avoué qu'il avait tué Fabrice. Et malgré tout, Anna ne va poser aucune question et va lui dire « Tais-toi, je ne veux pas en savoir plus ». Pour les policiers, il est temps de confronter Anna aux révélations de Mathieu. La jeune femme est toujours en garde à vue, et lorsqu'elle apprend ce qu'il a dit, elle tombe des nues et se défend fermement. Elle va dire « Non, non, Mathieu, il ment, il ne m'a jamais dit qu'il avait tué Fabrice, je n'étais pas au courant ». La seule chose que je sais, que Mathieu a pu me dire, c'est qu'ils se sont battus. Il était d'ailleurs assez fier de dire qu'il y avait eu cette explication virile avec Fabrice, mais sur le décès et les circonstances du décès de Fabrice, Mathieu m'en a jamais parlé. Une déposition qui ne convainc ni les policiers, ni la famille de Fabrice. Forcément, elle aurait dû se poser des questions. Ton copain, tu dois se faire tuer, quoi. Jordan, ami de Fabrice. Je pense que n'importe quelle femme se serait posé la question si c'est pas lui qui aurait tué son nouveau copain. C'est connu, on en a vu. Je pense pas qu'elle n'était pas au courant de ce qui s'était passé. C'est pas possible. Sinon, pourquoi lui donner un alibi? Pourquoi mentir? Si les proches de Fabrice sont convaincus qu'Anna ment, c'est aussi parce qu'elle s'est remise immédiatement en couple avec Mathieu, tout de suite après le meurtre. Fabrice venait à peine de mourir, il venait à peine de se faire tuer, que elle retourne avec son ex. C'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Mon fils, il est parti au mois de novembre, puis il est mort au mois de novembre. Marie-Christine, mère de Fabrice. Tu t'es déjà remis au mois de décembre avec ton ex. Pour moi, c'est du rapide, ça.
C'est choquant. Enfin, je veux dire, elle a pas pleuré son absence longtemps, quoi. Pour moi, elle a pas tout dit et... Audrey, amie de Fabrice. Elle a minimisé pour se sauver, elle. Hein. Le rôle d'Anna est ambigu, mais à la fin de la garde à vue, seul Mathieu est mis en examen pour assassinat et écroué. La jeune femme ressort libre. On peut rien lui reprocher au niveau juridique, mais au niveau moral, son comportement, il dérange beaucoup. Comme nous disait le juge d'instruction, moralement, tout ce qu'elle fait est condamnable, mais légalement, on n'avait pas la possibilité de la poursuivre. Hormis le fait d'avoir quand même retardé l'instruction parce qu'elle a couvert Mathieu Courneroux à plusieurs reprises. Elle a eu de la chance qu'ils n'ont pas retenu la Libye, comme on dit. Elle a eu de la chance, hein. Voilà. Anna ne sera pas poursuivie pour avoir fourni un faux alibi à Mathieu, car rien ne prouve qu'elle savait à ce moment-là que c'était lui qui avait tué Fabrice. C'est donc seul que Mathieu devra faire face à la justice. Son procès s'ouvre le 10 septembre 2024 devant la cour d'assises de la Moselle, 3 ans après la mort atroce de Fabrice. L'enjeu est de taille pour la défense de Mathieu. Son avocat doit convaincre les jurés qu'il s'agit d'un meurtre et non d'un assassinat, que Mathieu a agi sur un coup de sang sans aucune préméditation. L'auteur d'un assassinat encourt la perpétuité. Le meurtre, entre grands guillemets, c'est seulement 30 ans. Dans le box, Mathieu a perdu de sa superbe. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Il est rempli de regrets, Mathieu Courneroux. Ulysse Gobert, avocat de la défense. Il est dans un amendement maximum. D'après ce qu'il disait, il regrette. Mais y croire, ça c'est facile, hein. Cindy, amie de Fabrice. On tue quelqu'un et on regrette, c'est facile. Et le penser, c'est autre chose. Là, j'ai craqué. Et je lui dis, et de votre pardon, j'en veux pas. Je pardonnerai jamais de ce qu'il a fait. Jamais. Le témoignage que tout le monde attend, c'est celui d'Anna. Lorsqu'elle vient déposer à la barre, la salle retient son souffle. Pour maître Alexandre Bernard, l'avocat de la famille Nemetzler, c'est le moment de la mettre face à ses responsabilités. Je lui donne les détails de la mort de Fabrice Nemetzler. Je lui parle de ce visage totalement dévasté à coups d'objets contendants. Je lui parle de cet incendie qui a ravagé le corps de celui qu'elle prétend avoir, en tous les cas, aimé pendant un temps. Lorsque je lui parle de tout ça, je n'ai aucune réaction. Je suis face à quelqu'un qui va me dire Alors, je m'insurge, je lui dis, mais quoi, madame, quelle est votre souffrance d'avoir perdu Fabrice Nemetzler? Elle n'a pas eu une larme, pas un regard pour la maman, pour les sœurs de Fabrice. Une froideur incompréhensible. Incompréhensible. Je vais lui dire, vous savez, madame, vous êtes à l'origine de la mort de Fabrice. L'origine de ce drame, c'est elle. Et elle s'en défendra pas. Elle ne contradira pas ce que je viens de dire. Elle ne dira rien. Elle dira En fait, c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est ça qui est le plus effrayant, en fait. C'est comme s'il n'avait pas existé dans sa vie. Elle n'a pratiquement pas parlé de mon frère. À l'issue de 3 jours de procès, Mathieu Courneroux est condamné à 30 ans de réclusion criminelle. La préméditation n'a pas été retenue. Il n'a pas fait appel. Même si la justice est passée, rien ne pourra apaiser la douleur de l'absence de Fabrice. On l'oublie pas, et on l'oubliera jamais. Toute notre vie, on pensera à lui. Il sera toujours dans notre cœur. Il a laissé un énorme vide, ouais, dans nos cœurs. C'est difficile sans lui. Fabrice, je sais que s'il nous voit tristes, il serait pas content. Il aime pas voir les gens tristes.
Sa mère, elle doit vivre toute sa vie maintenant sans son fils. Je préfère même pas imaginer, quoi. Il a enlevé la chair de ma chair. C'est ce que je dis toujours, je voulais un fils, je l'ai eu, il me l'a enlevé. Ce qui me fait tenir, c'est mes 2 filles, mes petits-enfants. C'est ce qui me fait tenir. Mais il me manque. Pour nous, la reconstruction, elle commence vraiment maintenant. Parce que ces 3 dernières années, ça a été un combat, en fait, pour représenter notre frère et pour lui rendre justice. Et je sais que pour nous, il aurait fait pareil. Depuis sa prison, Mathieu n'a plus jamais eu de nouvelles d'Anna. Elle a refait sa vie avec un autre homme. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.